Yves Lewen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, d'Italie et d'Afrique. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Jean-Noël Schifano. Jean-Noël Schifano, bienvenue à Berbère Télévision. Merci beaucoup de m'avoir invité, merci. Je vous en prie. Donc, on va passer en revue tout ce que vous faites, et vous faites plein de belles choses. Et on va commencer par votre dernier roman, il s'appelle EM ou la divine barbarie, qui est sorti il y a une année aux éditions Gallimard. Alors ce roman, c'est un hommage à Elsa Morante, c'est ça? Oui, c'est un hommage, mais en même temps, c'est un écrivain. Imaginez l'écrivain que vous aimiez le plus, un très très grand écrivain, que ce soit Tolstoï, que ce soit Dostoïevski, que ce soit les plus grands poètes, un des plus grands poètes arabes. Eh bien, vous êtes à son chevet. Il est très malade, ou elle est très malade, et pendant à peu près la dernière année de sa vie. Et ce grand personnage, ce grand écrivain, sait qu'il n'écrira plus. Et il veut raconter à son ami, elle veut raconter, il s'agit d'Elsa Morante, elle veut raconter à son ami, qui est son traducteur, la partie de sa vie qui éclaire à la fois sa propre existence de femme et son œuvre. Le plus important, naturellement, c'est ce qu'elle n'a pas dit, c'est ce qu'elle veut dire, c'est ce qu'elle ne pourra plus écrire. Et alors, on est dans la confidence. J'ai attendu quand même 30 ans, puisque c'est de 84 à 85 que je l'ai bien connue. Et en novembre 85, elle est morte. En novembre 84, je lui apporte la traduction d'Aracelli, son dernier roman que j'ai traduit, et qui a eu le prix Médicis étranger d'ailleurs. Oui. Donc ça a été à la fois une confrontation entre le traducteur et l'écrivain, parce que l'écrivain a toujours l'impression d'avoir un enfant d'une autre couleur quand il a la traduction de son propre, oui, de son œuvre propre. Et tout d'un coup, il s'est passé, étant donné qu'on avait tous les deux des pères siciliens, ça comptait aussi ça, il s'est passé au niveau de la littérature et au niveau de l'existence quelque chose de très fin, à la fois une admiration qui est devenue réciproque, qui était totale de ma part, qui a toujours été totale et qui l'est encore maintenant, mais aussi de sa part, elle a voulu savoir qui j'étais, et moi, j'ai voulu, après avoir traduit son œuvre, traduire sa vie. Et elle, Elsa Morante, qui est-elle? Elle est née en 1912? Elle est née en 1912, elle est née au mois d'août. Alors elle me disait, oui, au mois d'août, sous le signe du lion. Et en général, ce sont tous les dictateurs qui naissent sous le signe du lion, et moi je ne suis pas un dictateur. En fin de compte, elle avait un caractère sacrément de dictateur dans son existence. Et c'était la femme de Moravia, d'Alberto Moravia, oui, le grand écrivain. Elle est née en 1941, c'est ça? Oui, l'épouse en 41. Et ce qui est très curieux, il faut voir, d'abord, vous avez raison, l'origine, la naissance. La naissance, c'est Irma Poggibonsi et sa mère. C'est une mère juive. Oui. Le père, on a toujours cru que c'était Morante, mais le Morante, Augusto Morante, qui a donné le nom aux enfants qui y naîtront. Et en fin de compte, Augusto Morante, il faut bien se mettre dans l'esprit et la civilisation du début du XXe siècle, est complètement impuissant. Complètement impuissant. Mais la honte qu'il a de cette impuissance sexuelle fait qu'il va se mettre à chercher un homme pour aider à faire des enfants à sa femme. Et elle l'en refuse beaucoup. Puis tout d'un coup, il y a un grand Sicilien. Alors les Siciliens peuvent être descendants ou des civilisations arabes ou des civilisations normandes. Et c'était un grand Normand, blond, aux yeux bleus. Et il y a une attirance. Donc, il lui fait 4 enfants. Et ces enfants porte le nom du père qui n'est pas le père réel. Qui n'est pas le père biologique. Voilà, biologique. Et cela crée dans l'existence, tout d'un coup, la mère qui sentait monter le fascisme et donc les lois raciales.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les fait toutes baptiser. N'oublions pas que nous sommes en Italie et que le pape est pas loin. Donc, ils sont baptisés. Et ce qui est très curieux, c'est que la mère, alors je répète, juive, réussit, et petite institutrice, hein, réussit à avoir comme prêtre qui les baptise le confesseur de Mussolini, qui est un jésuite, le padre Tacchi Venturi, et qui fera le traité du Latran. Le traité du Latran, qui est ce qu'est l'Italie actuellement, c'était à l'origine, et ça n'a pas changé, c'est-à-dire l'accord entre deux États. C'est très important parce qu'on l'oublie. Oui. Il y a un État hyper puissant en Italie qui est le Vatican. Et il est d'autant plus puissant qu'on croit que c'est simplement une institution religieuse. Hyper puissant. Dans un État ectoplasmique, qui est l'État italien, qui se cherche depuis la prétendue unité, dont on pourra parler tout à l'heure, si vous voulez. Oui, on en parlera. Mais elle choisit tout de suite d'être écrivain. Oui, c'est sa mère qui la pousse. Elle dit, bon, ça, je sais pas comment elle a fait. Elle a trouvé que c'était un génie. Moi, Elsa Morante, sur son lit de clinique, la Clinica Margherita, Oui. me dit sa première poésie d'amour. Elle avait 3 ans quand elle l'a faite, elle était amoureuse d'un petit garçon de 5-6 ans. Et donc, vous voyez cette vieille femme. Cette poésie, vous la mettez dans le livre. Voilà, exactement. C'est un pauvre petit coq qui tombe Voilà. par la fenêtre, etc. Donc, mais c'est extraordinaire parce que le livre, le roman s'ouvre par l'avenue de Moravia. Moravia, le mari. Il est encore mari, ils vivent différemment, mais c'est lui qui doit donner l'autorisation pour l'opérer. Et il est là, il est persuadé qu'il a mal fait de la faire opérer, qu'il aurait dû la laisser mourir. Il tourne autour du lit. Moi, je suis au chevet avec elle. Elle me tient toujours la main comme ça. Elle me la tient fort. Elle ferme les yeux. Et il tourne autour du lit et dit, mais tu vois bien, il s'adresse à moi, tu vois bien, elle comprend rien, elle entend rien. Et plus il dit ça, plus elle me serre la main comme ça. Elle me serre les doigts. Et puis, à un moment donné, Moravia n'en peut plus. Il se penche sur nous et il se met à gratter entre les 2 mains, comme pour les séparer. J'ai jamais vécu une scène qu'on pourrait dire oedipienne à ce point-là. Surtout, il n'y avait pas de mal. Il y avait une vieille dame qui était là et qui avait encore quelques mois à vivre, mais que, en fin de compte, Moravia voyait déjà morte. Et elle entendait tout. Elle comprenait tout. Elle était d'une intelligence encore. Mais ils étaient déjà séparés, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais depuis longtemps. Sans divorcer, bien sûr. Non, c'est elle qui n'avait pas voulu. Parce qu'elle voulait l'embêter. Quand je vous ai dit le caractère. Bien sûr, c'est une bien forteresse, Elsa Morante. Alors, ce qui était beau aussi, c'est d'entrer dans cette forteresse de femme, cette femme forteresse qui ne laissait entrer personne dans son existence. C'est pour ça qu'il y avait même ses dates de naissance étaient brouillées, sa vie était brouillée, etc. Elle voit personne. Vous savez, quand il y avait une grande réception, elle entrait, elle s'asseyait, elle dit, alors que les gens étaient debout, on attendait, elle dit, moi j'ai faim, j'attends personne. Royale. Oui. Elle avait une conscience d'elle et de ses possibilités créatrices, en même temps, gros sacrifice. Pendant des années, elle pouvait rester à sa table, 4 ans, écrire sans rencontrer personne. Elle me disait, pour entendre une voix humaine, je décrochais mon téléphone et je faisais le numéro de l'horloge parlante. Pour entendre une voix humaine. Après, elle sortait, mais en fin de compte, sa vraie vie a toujours été avec ces personnages, dans ces personnages qui étaient le reflet de tous les drames de son enfance, entre le mensonge de sa naissance, et on a fait croire que son père, et qui n'était pas son père, était son père, etc., sa famille, donc le mensonge, et le sortilège de ce qu'on peut raconter dans un roman, de ce que les enfants racontent entre eux. Et son premier roman, gros roman, salué par Lukács, etc., s'appelle Mensonges et sortilèges. Et comment elle a rencontré alors Alberto Moravia? Elle l'a rencontré parce une jeune femme qui désire écrire, qui commence à publier dans des revues, des récits ou des critiques littéraires, tout d'un coup, elle a la possibilité de rencontrer un homme célèbre. Moravia était célèbre à cette époque. Il a publié Les Indifférents en 1929, etc. Et alors, un jour, elle se trouve dans un bar, il est là, elle l'aborde, etc. Et la première chose qu'elle fait, elle lui glisse dans les mains les clés
de son studio. Donc ça a été, disons, une attaque sensuelle, hein, immédiate. En fin de compte, ce qu'elle voulait, c'est s'approprier Moravia. En fin de compte, ce qu'elle voulait, c'est dévorer le créateur littéraire Moravia et aller plus loin que lui. Est-ce qu'elle avait publié des livres à ce moment-là, ou bien elle n'avait pas encore publié? Pas encore. D'accord. Elle allait en publier. Mais ce qu'elle fait là, cette opération qui est à la fois d'admiration, de sensualité et de désir, elle a voulu l'épouser. Moravia me disait, moi je ne l'aimais pas, mais j'avais beaucoup d'affection. Entre l'amour et l'affection, c'est différent, etc. Elle a voulu l'épouser pour le posséder. Et une fois qu'elle l'a possédé, elle ne l'a plus lâché. Et elle n'a pas voulu qu'il divorce pour qu'il se marie avec une autre femme. Donc elle avait ce côté-là de dévorer la réalité et de la mastiquer pour en faire son œuvre. Et pourquoi vous mettez roman confidentiel pour ce livre, donc, qui est sorti aux éditions Gallimard il y a juste une année? Voilà, et il vient de sortir en Italie avec aux éditions Elliott à Rome, et il y a des pages et des pages de discussions dans les journaux, les télévisions, les radios, on en parle énormément en Italie, puisque c'est comme si j'avais sorti en France un livre de ce genre-là sur Simone de Beauvoir, voyez. D'accord. Donc pourquoi roman confidentiel? Parce que il faut prêter l'oreille sur l'oreiller quasiment pour entendre des choses qui n'ont jamais été dites. C'est une confidence. Et il est tellement confidentiel que si pour certaines choses qu'elle m'a dites, elle était d'accord, j'en ai publié à l'époque, c'était en novembre 84, une page entière dans Le Monde, il y avait 5 colonnes entières dans le journal, annonce en première page. Tellement c'était rare une interview d'elle. Elle en a donné 2 dans sa vie. Elle est morte à 73 ans. Oui. Donc, vous voyez, donc confidentiel, c'est pour ça, parce qu'elle me tient la main, on est dans la semi-obscurité de sa chambre de clinique, elle me raconte jusqu'à avoir les lèvres sèches, jusqu'à la douleur de raconter, elle avait comme du sable dans la bouche. Au milieu de l'après-midi, je la quittais, je la retrouvais le lendemain matin à 10h, et puis on continuait. Alors je revenais à Paris, ensuite je lui téléphonais, dit quand est-ce que tu reviens? Donc il y avait une vraie, si vous voulez, liaison, une liaison amoureuse, mais une liaison amoureuse au sens de l'amour de ce qu'on est sur le moment, mais de ce qu'on a été, de l'amour des livres, de l'amour de ce qu'on écrit, de l'amour du reflet du monde dans ce qu'on peut... Et pourtant, au même moment, donc, le narrateur a une autre relation amoureuse. Oui. Là, c'est une construction. Oui. Dans les faits, c'est exact. Ça s'est passé comme ça. Mais il me fallait que je construise le côté romanesque. Oui. Donc, un équilibre, si vous voulez, pour simplifier, entre Eros et Thanatos. Et vous avez d'un côté cet amour, d'ailleurs, à la fin, il choisit entre les 2 femmes, il en néglige une, la jeune Paulina, à qui il fait l'amour tous les soirs en rentrant des longs entretiens qu'il a avec Elsa Morante, ou Elisa dans le roman. Dans le roman. Et, mais à force, naturellement, la jeune femme se sent un peu délaissée, même beaucoup délaissée, et abandonne la chambre d'hôtel où il se retrouve tous les soirs et toutes les nuits. Mais lui, il ne lui court pas après, il a choisi. Il a choisi dans son existence le côté créateur, le côté, disons, qui n'est pas de se précipiter dans la chair, mais de se précipiter dans l'écriture et la mémoire. Et là, vous parlez de l'amour éternel aussi. Voilà, exactement. Il y a des amours éphémères, et puis des amours éphémères très puissants, qui peuvent durer un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans. Et puis il y a des amours éternels qui nourrissent jusqu'à la mort, aussi bien dans le souvenir que dans ce qui a été créé entre les 2. Des amours qui ne finissent pas, vous mettez non finito pour votre livre. Alors non finito, pourquoi? Voilà pourquoi. Vers la fin de sa vie, Michel-Ange, le grand Michel-Ange, le sculpteur, Michel-Ange a fait des sculptures qu'il appelait non finito.
Elles étaient parfaitement finies. Et mon roman est parfaitement fini, tel que je l'entends. C'est non finite, et c'est quoi? Par exemple, vous prenez la Vierge de Piété. Tout le monde pourra comprendre, c'est le Christ qui descend de la croix à 33 ans, qu'on descend de la croix, mort, et que la mère reçoit dans ses bras. Toute mère qui reçoit son fils dans ses bras, c'est une image universelle. Universelle. Que fait Michel-Ange? C'est une image tellement universelle qu'il s'est dit, je vais à peine la faire sortir du bloc, et je vais faire sortir du bloc de marbre seulement ce qui met en relief, je vais polir ce qui met en relief la vie, la mort, tout ce qui est le plus important et qu'on voit par reflet dans ma sculpture. Donc moi je me suis dit, pourquoi, au lieu de faire une biographie, parce qu'à l'origine, ça aurait été pour les 100 ans de sa naissance, mais pourquoi, et pourquoi faire une biographie à l'américaine, c'est-à-dire dire elle est sortie à telle heure, il y avait tant de boutons à sa robe, elle était habillée comme ça, le chapeau avec comme ça. Tous les détails. C'est tous les détails à l'américaine. Pourquoi ne pas faire un non finito à la Michel-Ange? C'est-à-dire que je crois avoir, j'en suis sûr, je suis le premier à avoir introduit en littérature le non finito. Excellent. Et dans ce livre aussi, vous donnez libre cours un peu à vos goûts littéraires. Il y a beaucoup de références à Dostoïevski, par exemple. Oui, oui, Dostoïevski. Alors, il y a une référence à Dostoïevski, c'est que quand ils étaient persécutés par le fascisme, l'un et l'autre, Moravien, ils sont réfugiés dans des montagnes au nord de Naples. Et là, ils n'avaient rien. Ils étaient démunis complètement, ils avaient fui. Tous les deux, et l'hiver approche, elle fait un retour à Rome toute seule pour remplir une valise de tout ce qui peut être chaud dans les montagnes, pour s'habiller, etc., des pulls, etc., des chaussettes, tout ce qu'on peut imaginer, des cache-nez. Et seulement, ils sont dans une bergerie où il n'y a rien. Et l'hiver, eh bien, ils ont les frères Karamazov. Oui. Eh bien, les frères Karamazov leur servent page après page, ils adorent, c'est pas du tout... Bien sûr. À se torcher, disons, ce qui est. Donc, c'est une image, et c'est vrai, Morat vient me la certifier, etc. Donc, il y a disons, le corps est là, l'esprit, l'immense roman, l'immense Dostoïevski, eh bien, leur prête main pour continuer à vivre dans une certaine dignité. C'est une belle référence. Vous parlez aussi de L'Idiot, ce roman magnifique de Dostoïevski. Bien sûr, parce qu'on est tous, à un moment de sa vie, on est l'idiot dans une situation. L'idiot, vous vous souvenez, au début, il dit, bon, là, je j'entre dans une réception, il y a un vase magnifique, là, il faut surtout pas que je m'en approche, je le ferai tomber. Il ne faut pas que je m'en approche, autrement je le ferai tomber. Il ne faut pas que je m'en approche, et pan, il le fait tomber. On est toujours le fameux prince, Micheline. qui n'est pas un idiot en réalité. Non, quand on lui demande qu'est-ce que c'est que la beauté, il dit la beauté est une énigme, je ne peux la qualifier. Absolument. Mais vous savez, ça a été et c'est toujours le cas, c'est-à-dire quand on est devant la beauté, eh bien, on ouvre les yeux devant un soir qui tombe avec les derniers rayons du soleil sur une campagne, etc., qu'on a aimé aussi, devant une femme qu'on rencontre, devant des amis, devant un ami qu'on retrouve. Il y a des beautés. La beauté est toujours accompagnée de tellement de choses, d'une aura, de sentiments, de l'air. Quand on dit le fond de l'air est frais, c'est une expression que normalement on ne comprend pas très bien. Moi je me souviens Hector Bianchotti, le grand écrivain, me disait... Paix à son âme, oui, il nous a quittés. Oui, ouais. Il me disait, mais il y a une expression française qui est très curieuse, le fond de l'air est frais. Il n'y a pas de fond à l'air. Et on peut dire pour le côté de Dostoïevski, pour la beauté, c'est que il y a le fond de la beauté, eh bien, laisse sans voix. C'est vrai, le prince dit cela à propos d'Aglaé Ivanovna.
Ouais. C'est la plus belle femme de la famille qui l'accueille. Et puis dans ce roman, vous parlez aussi de Naples. Et vous Oui. dites que Naples, c'est un lieu de civilisation, peut-être le seul lieu de civilisation. En Italie, oui, sans aucun doute, c'est la seule capitale qui reste en Italie. Il y a deux capitales en Italie. Il y a Rome, qui est la capitale du Vatican, de Oui. l'État du Vatican, et Naples, qui est la seule capitale où 3000 ans de civilisation se sont stratifiés. Donc vous avez une fondation grecque, et puis ensuite toutes les civilisations sont passées par Naples jusqu'à nos jours. Naples a cette particularité, c'est que elle accueille les différentes civilisations, elle s'enrichit du meilleur et elle jette le pire. Naples n'a jamais, en tant que civilisation, c'est non seulement c'est une ville capitale, c'est une civilisation, n'a jamais été, disons, le royaume de Naples n'a jamais été à la conquête d'autres royaumes. Et à certains moments, Naples et les deux Siciles, puisque la Sicile et Naples, c'était un seul royaume. Hein, un seul royaume. Tout le sud de l'Italie, on l'appelait le royaume des deux Siciles. Si bien que je suis, moi, de par mon père sicilien, de par ma mère lyonnaise, mais de par mes attaches napolitains, puisque je suis le seul Français qui a été fait citoyen d'honneur de la ville de Naples depuis que Naples existe. Donc je m'en vante, parce que ça, pour moi, c'est une chose extraordinaire. C'est un grand honneur, bien sûr. C'est un honneur immense. Et vous commencez donc à publier justement en écrivant sur Naples, Oui, n'est-ce pas? oui. Mon premier livre, c'est Naples, au Seuil. Et Il est sorti en 1981. Voilà, puis après en 80... Là, c'est un essai. Alors, qu'est-ce que vous disiez de ce livre? Ben écoutez, c'était c'était les premières notes que j'ai amplifiées après et qui ont continué. C'est-à-dire, dans ce livre, il y a tout. Une civilisation, c'est tout. Depuis sa création, depuis ses difficultés, ses heures et ses bonheurs, sa nourriture, ses artistes, ses constructeurs, ses architectes, ses religions qui se superposent. À Naples, les religions se superposent. On a une église de la Vierge qui est bâtie, la Vierge du pied de la grotte, qui est bâtie sur le temple de Lampsaque, qui, chez les Grecs, était le temple du culte phallique. Donc on a le culte phallique, la Vierge, etc. Vous voyez, toutes les religions qui se stratifient, toutes les civilisations stratifient. On a 40 000 habitants au kilomètre carré à Naples. Il y en a à Paris 12 000. Donc vous voyez, 40 000, 12 000, pour dire, et malgré ça, c'est la ville en Europe, il y a le moins de suicides. On se suicide, où on se suicide le plus en Europe, si on peut dire pour l'envie de vivre, hein, parce que dans les civilisations, c'est quand même important, ça. Mais bien sûr. Et la jeunesse, c'est la ville la plus jeune d'Europe. On se suicide le plus dans les villes nordiques, en Suède, en Norvège, où tout est préparé, depuis la naissance jusqu'à la mort. Il n'y a pas un brin de poussière. Ils n'ont rien à inventer. Alors que les Napolitains ont leur vie à inventer chaque jour, à chaque heure. Il y a 500 000 Napolitains qui se lèvent le matin et qui se disent « mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la casserole le soir ?» Donc il y a eu une lutte pour l'existence qui fait en même temps le bonheur de vivre. Dans les difficultés énormes, mais il y a un tissu social qui fait que on arrive à se débrouiller. Parce que il faut bien dire que Naples a cette particularité. C'est une ville capitale qui est tellement enviée en Italie que depuis la prétendue unité italienne, Rome et le Nord n'a cessé de l'écraser. Ça n'a pas été en 1860. Politiquement, vous voulez dire? Oui, non, bien sûr, par exemple, la répartition de l'aide de l'État aux différentes régions d'un pays. Eh bien, Naples est la ville, alors que c'est une ville de 4 millions d'habitants, c'est-à-dire elle est aussi peuplée que Milan, etc., est la ville qui a le moins, alors qu'elle aurait besoin de beaucoup. D'autant que en 1860, il y avait à Naples les premiers trains, premiers bateaux à vapeur, première bourse d'Italie, qui faisait jeu égal entre Paris et Londres. Il y avait la plus grande réserve d'or. Les Rothschild, qui n'étaient pas fous, Salomon de Rothschild avait installé un de ses fils, il avait 5 fils. Il a installé dans les villes les plus industrielles d'Europe. Parmi ces villes, Naples, la plus industrielle d'Europe.
qu'ont fait les Savoie et l'invasion garibaldienne, etc. Et ils ont non pas unifié le nord et le sud, mais ils ont fait une guerre de colonisation, ils ont tout ramené, toutes les richesses, toutes les premières délocalisations, les bateaux du côté de la Spezia et de Gênes, etc., ont été remontés. Donc on a un exemple de colonisation déguisée sous le nom d'unité. Et avant cela, hein, l'époque ancienne, quand Rome était forte, quelles étaient les relations entre Rome et Naples alors? Eh bien, les Romains, Néron y compris, qui mettait le feu à Rome, et il avait bien raison. Il avait raison. Venait à Naples, il disait « je veux aller en Grèce ». On l'emmenait à Naples, et là, il chantait faux, mais il se mettait à chanter tellement il était heureux. Et puis, il avait un monocle. C'était très curieux, parce que Néron, c'était cruel, etc., on le connaît comme ça, mais il adorait Naples. D'ailleurs, tous les empereurs romains se faisaient bâtir une villa à Naples. Hein, les Posilipes, le Posilipe, la colline de Naples, c'est une villa qui s'appelle Posilippon, qui veut dire en grec le repos après la douleur. C'est-à-dire qu'ils venaient se reposer, ils habitaient là. Et Néron, il se mettait avec un monocle d'émeraude, parce qu'il n'y voyait rien du tout. Non seulement il chantait mal, mais il était bigleux. Il voyait rien, alors il avait un monocle. Alors il a vu tout en vert. Alors je me dis, à force de voir en vert, il a voulu voir en rouge, il a foutu le feu à Rome. Belle allusion. Et donc tout ça, vous le racontez dans le dictionnaire amoureux de Naples? Voilà, de A à Z. C'est sorti en 2007, je crois. Oui, deuxième édition de 2010, etc. Non, j'étais très heureux de faire ce livre parce que l'éditeur, là c'est chez Plon, choisit un spécialiste, vraiment, il essaye de choisir le meilleur, d'une réalité. Oui. Mais au lieu de faire un dictionnaire, comme on le lit normalement, on y met toute la science et en même temps la passion. C'est dictionnaire amoureux. C'est un dictionnaire, mais avec de l'amour. C'est un peu différent. Et on le lit. Et pour celui qui ne connaît pas Naples, comment est-ce que vous, donc Jean-Noël Schifano, vous pouvez la résumer? Si c'est possible, peut-être que c'est impossible. Non, Naples, c'est, si vous voulez, par rapport à l'Europe, puisqu'on a tous ces problèmes européens, on va voter, etc., on peut dire que Naples, l'Europe a existé à Naples avant d'exister partout ailleurs, puisque l'Europe s'est stratifiée à Naples avant qu'elle n'existe. Donc Naples est non seulement la seule capitale en Italie, mais c'est une vraie capitale européenne. D'accord. On revient donc au débat avec l'écrivain Jean-Noël Schifano, qui a publié entre autres E.M. ou la divine barbare. Et donc on parlait de Naples. Il y a beaucoup de choses à dire de Naples, et vous nous avez dit donc que Naples était le symbole de l'Europe, bien avant l'Europe. Et aujourd'hui, comment va Naples alors? Eh bien, Naples, depuis 150 ans, a les difficultés dont je parlais précédemment. C'est-à-dire, elle a été spoliée, elle a été maltraitée, elle a été honnie, on a répandu sur elle toutes les médisances qu'on pouvait... Vous savez qu'avant 1860, donc avant cette prétendue unité qui était une guerre de colonisation et de prédation, il y avait la plus faible mortalité infantile à Naples. 10, 20 ans après, il y avait la plus forte d'Italie. Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment... l'Italie du Nord a raclé à l'os toutes les richesses du Sud. Après, on a dit il y a un problème, il y a un problème, le problème méridional. Ben, naturellement, il y a un problème méridional. Moi, si je vous rencontre dans la rue, je vous pique votre portefeuille, et puis je vous dis, tu m'offres un café? Ah, tu dis, oui, j'aimerais bien, j'ai plus de sous. Ah, dit, bon, ben d'accord, alors c'est moi qui vais payer. Bien sûr. Et bon, je te paye un café à condition que tu fasses ci, ça, et que tu te tiennes bien tranquille. Voilà, c'est ça. Donc, Naples, malgré ça, survit dans les difficultés avec une illégalité qui a été imposée au moment de l'unité. Vous savez, la Camorra, la mafia, la 'ndrangheta, la Sacra Corona Unita, tout ça qui vit au sud de Rome, c'était parce qu'il y a eu un abandon total et que
les Savoie Victor Emmanuel II ont dit qui est-ce qui peut, ils ont demandé comme ça comment on peut mettre de l'ordre là, dans cette ville tellement en désordre, et il a fait nommer un des chefs de la Camorra comme chef de la police. Donc, si vous commencez comme ça, comment voulez-vous que ça ne se développe pas d'une façon illégale? Et actuellement, sans révéler des choses extraordinaires, on peut dire que toutes les contrefaçons qui arrivent de Chine débarquent dans le port de Naples et se répandent non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe et l'Occident. Ça, aux yeux de tout le monde occidental. D'accord. Vous avez écrit aussi, donc, Jean-Noël Schifano, Chronique napolitaine. Hein. C'est sorti en 1984. C'est des récits, c'était quoi? Ce sont des récits qui... j'ai pris un point de vue, le point de vue des passions amoureuses pour révéler l'histoire profonde de cette civilisation napolitaine. Et je l'ai pris sur 3 siècles. Donc ce sont des différentes histoires réelles. J'ai eu des documents d'époque qui étaient écrits à la main, que je n'avais pas le droit de reproduire, les manuscrits des frères Corona. Et j'ai choisi des histoires. J'avais des histoires à l'os, tac, simplement, et j'ai mis la chair autour du squelette de l'histoire qui était transmise de siècle en siècle. Et voilà, j'ai bâti. Les chroniques napolitaines ont été beaucoup lues, beaucoup traduites, beaucoup. Vous avez beaucoup écrit, donc si vous voulez bien, on va passer en revue rapidement vos autres écrits. Donc La danse des Ardents ou La vie de Masaniello, un roman. 1647, c'est la rébellion de Masaniello devant c'est un crieur de poissons de 27 ans qui, tout d'un coup, entraîne le peuple napolitain à se rebeller contre, non pas tant le vice-roi espagnol, mais les nobles napolitains qui triplaient les donativos, c'est-à-dire les impôts. Si l'Espagne demandait 1 d'impôt, les nobles qui ramassaient les impôts en demandaient 3. Et les 2 se mettaient dans la poche sans rien faire. Ils les prenaient pour eux. Et le peuple et la plèbe étaient tellement appauvris que même les fruits frais étaient imposés et d'une façon injuste. Donc, à partir de là, il y a eu une vraie rébellion qui a duré 10 jours. Mais en fin de compte, c'est très symptomatique parce que Masaniello a dit, moi, non, j'ai plus envie etc. Le poids du pain est revenu au poids juste. Maintenant, je vais recommencer à crier mes poissons. Et là, bon, il a été tué. Donc c'est un refus. Là, c'est une histoire véridique. Bien sûr. Chez les Napolitains, il y a un refus du pouvoir sec, du pouvoir qui laisse un os à ronger. Les Napolitains n'ont jamais voulu le pouvoir. Et c'est extraordinaire parce que ça leur a permis de vivre pendant 3000 ans et de se développer, et encore actuellement, d'une façon extraordinaire, sans jamais aller conquérir. De façon autonome, vous voulez dire? D'une façon, disons qu'ils ont développé leur civilisation et tout ce qui fait la force de cette civilisation grâce aux meilleurs des autres civilisations qui sont passées par Naples et qui sont restées plus ou moins longtemps. Est-ce qu'il y a beaucoup de Napolitains qui sont partis aux États-Unis d'Amérique? Oui, il y en a, mais moins que de Siciliens. Disons que depuis 1860, cette date maléfique de ce qu'on appelle la mala unità, la mauvaise unité. Donc, il y a eu dans le sud de l'Italie, les Italiens du sud sont partis par bateau entier, et dans les chansons napolitaines, vous avez cette nostalgie au bastimento, le bateau qui part, c'est toute cette nostalgie, cet amour, ces pleurs, ces larmes, le bateau s'en va, et quand est-ce qu'on se reverra, etc. Moi, j'ai vu, un jour, j'étais dans le train, il y a très longtemps, entre Rome, j'étais arrivé de France, mais j'avais changé, Rome et Naples. On est sur le point d'arriver à Naples, il y a une dame dans le train, qui autour de 50 ans, qui tout d'un coup se lève, parce que le Vésuve était apparu derrière la fenêtre du train. Vous savez, il y a des couloirs. Oui. Et puis, il y avait une espèce de rambarde comme ça. Elle s'est accrochée au fer, comme ça, et elle s'est mise à sauter. Au Napoli, au Napoli, au Napoli. Comme si elle arrivait de loin. Et depuis, elle était peut-être née justement en Amérique. Ses parents avaient dû, par faim, parce qu'ils devaient manger, s'exiler.
Et puis, il faut se dire aussi que toute l'Italie du Sud a donné le cinéma américain aussi. Je veux dire, toute cette émigration, Coppola et les autres viennent tous du Sud. C'est vrai. Tout à fait. Et vous avez écrit aussi les rendez-vous de Fausta. Alors là, c'est l'histoire. J'ai 2 livres qui font voir la femme dans toute sa puissance. Les rendez-vous de Fausta, c'est la femme faustienne. C'est pas le docteur Faust, Oui. c'est la doctoresse Fausta, si vous voulez. C'est une vétérinaire. Pourquoi une vétérinaire et pas un médecin? Parce que je crois que la seule chose qui ne ment pas en nous, être humain, c'est notre corps. Tout le reste peut mentir, notre langue, nos yeux, etc. Mais le corps ne ment pas. Et le plus près de la vérité, puisque le corps ne ment pas, c'est l'animal. Donc, je voulais faire voir le rapport d'une femme intègre, non seulement à travers les animaux, cette compréhension du corps qui souffre, qui a besoin d'être soigné, mais aussi par rapport aux hommes. Et alors, ces rendez-vous de Fausta, c'est les rendez-vous qu'une femme de 42 ans, retour sur elle-même, 24-42, 86-68, ça correspond, 68-86 plutôt, donc 24 ans en 68, donc initiation, etc. Et elle donne rendez-vous aux 4 hommes qu'elle a le plus aimés dans sa vie. Et naturellement, on sent qu'elle donne ces rendez-vous, une crise existentielle très forte, pour se venger. On ne sait pas comment ils font l'amour, etc., mais on ne sait pas comment ils se vengent. Bon, il faut lire du début à la fin, et surtout pas lire la fin avant le début. Et c'est très scientifiquement... C'est un peu un roman juste. sur le temps qui passe aussi. Sur le temps, sur les rendez-vous, et sur les rendez-vous avec soi-même. Quand on donne rendez-vous à quelqu'un d'autre, on se donne rendez-vous à soi. Et donc, c'est cette rencontre ultime entre les hommes, les 4 hommes qu'elle a le plus aimés et elle-même. Vous avez écrit aussi L'éducation anatomique. Donc, c'est toujours un roman qui est publié chez Gallimard en 2001. Exactement. Alors là, c'est toujours le rapport au corps, le rapport seul le corps ne ment pas, l'éducation. Vous savez, l'éducation sentimentale, je me suis nourri, entre autres, de Flaubert. J'adore ses lettres. Le bonhomme, c'est peut-être le seul écrivain du 19e siècle avec qui j'aurais voulu voyager, tellement il était plein de vie, etc. Et il faisait attention à l'autre en voyage. Donc après, il se repliait pour écrire, ce qui est normal. Mais l'éducation anatomique, c'est d'abord un clin d'œil à Flaubert, l'éducation sentimentale, mais il y a, disons, le sentiment est éloigné, cette éducation au moins en apparence, et c'est le corps qui parle. Et j'ai voulu laisser parler le corps entre un journaliste qui est en reportage et qui rencontre, c'est un Napolitain, rencontre une très jeune Napolitaine qui est elle aussi en Amérique, et ils se retrouvent à Naples, sur les îles de l'archipel napolitain. Et c'est une histoire avec les trafics aussi. Il y a un nain camorriste qui fait du trafic d'organes, etc. Donc c'est une histoire très, très, très forte, à mon sens, et qui dit bien, le titre dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on comprend l'être humain quand on est près de son corps, quand le regard, on dit le regard va jusqu'à l'âme, mais il faut que le regard aille jusqu'au corps. C'est déjà quelque chose. Et dans Creator Vesevo. Creator Vesevo, alors j'ai fait sur le Vésuve un musée à ciel ouvert. C'est le seul volcan... Vous en êtes toujours le directeur, c'est ça? Oui, bien sûr. Très bien. C'est le seul volcan en activité au monde qui porte des sculptures entre 25 et 50 tonnes, 10 sculptures qui montent sur les pentes du volcan jusque presque à la bouche du volcan. Et ces 10 sculptures, j'ai choisi 10 artistes européens et on a sculpté, ils ont sculpté et ils ont travaillé avec les grands artisans de la lave, parce que la lave est très difficile à manier, beaucoup plus que le marbre.
Il y a les ouvriers de la lave qui sont des artisans, des artistes. Devant un grand bloc de lave, ils mettent leur oreille contre et ils écoutent le chant de la lave. Parce qu'ils savent que quand il y a le chant de la lave, il y a un creux, il y a un vide. Et d'un coup de maillet, ils écartent comme ça des blocs gigantesques. C'est magnifique tout ça. Ouais, ouais. Et vous avez publié aussi Le vent noir ne voit pas où il va. Alors le vent noir, Pourquoi le vent noir? depuis le Moyen-Âge, c'est la peste. Ah. Ne voit pas où il va. Écoutez, je vous en ai parlé déjà un petit peu, mais c'est cette maudite unité italienne qui n'a cessé de martyriser le Sud, et Naples en particulier. Donc c'est l'époque Berlusconi et tous les mensonges politiques qui sont des reflets des mensonges historiques de l'époque. Donc c'est ce jeu de vérité au milieu de tous ces mensonges que j'ai voulu établir d'une façon, disons, c'est une satire. C'est une satire, donc assez directe, assez Elle est sortie, assez dure. c'est une chronique italienne qui est sortie donc aux éditions Fayard en 2010. Oui, n'est-ce bien pas? sûr. Monsieur Jean-Noël Schifano, vous êtes aussi éditeur et vous dirigez Continent Noir chez Gallimard. Et vous venez de publier, entre autres, Ce que murmurent les collines, donc de Mukasanga, c'est ça? Scholastique Mukasanga, oui. Voilà, et aussi Quintette de Frédéric Hollen. Quintette de Frédéric Alors, Hollen. est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Ce que murmurent les collines? Alors, ce que murmurent les collines, bon, Scholastique Mukasanga, c'est une Tutsi du Rwanda. Et elle a eu toute sa famille qui a été coupée en morceaux il y a 20 ans exactement, la machette. Elle s'en est tirée tout juste. Et elle avait absolument besoin d'écrire pour, dit-elle, recouvrir le corps de sa mère, qui n'a pas été recouvert, d'un linceul, au moins d'un linceul de mots. Et elle a écrit différents livres, dont Ignensi, les cafards. Elle a eu le prix Renaudot. Elle a eu le prix en 2012. Renaudot pour Notre-Dame du Nil, bien sûr. Et là, Ce que murmurent les collines, ce sont des nouvelles très simples et très belles, qui racontent, disons, non pas le sang et le désespoir, mais qui racontent ce que peut devenir et ce qu'était avant ces déchirements, ces collines douces qui murmurent quoi? Eh bien, une sorte de vie qui pourrait être paradisiaque au lieu d'être infernale. Vous avez publié donc aussi donc le livre du poète et nouvelliste donc Frédéric Hollen. Quintette, c'est le grand roman. Vous savez, c'est un néo-calédonien, oui. Donc le grand roman de la Nouvelle-Calédonie, puisque ce roman se développe autour des années 1858-1865, par là, en Nouvelle-Calédonie, et fait voir les différentes cultures qui se rencontrent, la catholique, la laïque et la kanak. Et c'est fait d'une façon admirable. Quintette, pourquoi? Parce qu'il y a 5 voix qui se répondent dans ce roman, mais c'est le grand roman de la Nouvelle-Calédonie. C'est à la manière d'un quintet de jazz, c'est ça? Voilà, et ce sont des voix qui se répondent, mais d'une façon... l'écriture est fluide, l'écriture est belle, l'écriture est harmonieuse, les personnages, on les touche, on leur parle quasiment en les lisant. C'est un très très grand romancier. Vous savez, je reçois 300 manuscrits par an à peu près, oui. Je publie 6 à 7 livres, ce qui est énorme, par an, et il est absolument rare que j'ai entre les mains un roman comme Quintette. Ah, là, vous le défendez très bien, hein, ce roman. Ce sont mes auteurs. J'ai aussi publié en même temps le livre d'un réunionnais, Jean-François Samlong, En eau trouble. Oui. Et c'est le deuil impossible d'une mère dont le fils a été dévoré par un requin. Vous voyez, c'est un traîne, vous savez, ce chant des mers grecques ou de toute la Méditerranée. Ce pleur des mères devant la mort des fils, et elle n'arrive pas à faire son deuil parce que elle dit il faut au moins qu'on retrouve la montre dans le ventre du requin.
au moins ça. Alors on tue les requins pour retrouver une preuve. Pour retrouver cette montre. Ouais, ouais. Et c'est une... Est-ce qu'ils vont la retrouver au final? Ils l'ont retrouvée, oui, oui. Ils retrouvent la montre. Et alors après, avec le père, parce qu'elle vit avec un autre homme, avec le père de Bruno, c'est ce jeune homme très beau qui a été dévoré, dont on n'a retrouvé que la planche, hein, dont il faisait du ski sur l'eau, et c'est là que la planche. Eh bien, le père et la mère partent nager le plus loin possible où le fils a disparu. Donc il y a différentes fins qui peuvent être imaginées, mais voilà, c'est ouvert. Ouais. Et vous avez aussi donc rassemblé, je crois, l'œuvre de Chikai Otamsi. Oui. C'est ça? Alors ça, c'est un Chikai Otamsi. Je l'ai donné pour titre J'étais nu pour le premier baiser de ma mère, c'est-à-dire une de ses lignes, un de ses vers. C'est toute son œuvre poétique. C'est le premier volume de son œuvre totale et c'est Boniface Mangombusa, un grand essayiste, qui a rassemblé cette œuvre. Ce premier volume est tout simplement d'une beauté extraordinaire. Je pourrais, si on a 2 minutes, en donner... Mais bien sûr, vous voulez lire un texte? Voilà, non, mais un morceau, simplement pour dire... Je pourrais dire merde à la vie et m'en aller l'âme en écharde. On ne m'accusera pas d'avoir trahi les hirondelles et les puces d'eau, mes compagnes par dérision naguère. Les unes sont sauteuses, les autres sont voleuses. Mais voilà, je me laisse vieillir, le cuir et le cheveu à coups de chagrin. Je ne m'en irai qu'après avoir vieilli, tel le rhum dans un fût de chêne, l'âme sèche et violeuse, la bouche sèche et moqueuse. Prêtez-moi votre ami, sa pipe ou sa lipe ou sa pipe. Laissez-le dormir demain, la gueule de bois, c'est jusqu'à midi. C'est très fort, c'est très beau, merci. Et qui est Chikaya Otamsi? Chikaya Otamsi est un grand poète, hein. Il est né dans les années 30, il est mort dans les années 90, hein, si je ne me trompe pas. Avec toutes ces dates, hein, 88, il est mort en 88 en France, en Normandie. Et il a écrit une œuvre extraordinaire, une œuvre au-delà de la négritude, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'Afrique. C'est une œuvre universelle et son œuvre était éparpillée. Et personne, enfin on pouvait avoir un petit peu un poème par-ci, par-là. Il est né où? Il est né où? Ah, il est né au Congo, au Congo-Brazza. Il a beaucoup vécu en France. Il a beaucoup vécu en France. Il était un responsable aussi dans la diplomatie internationale. Son père était un homme politique qui a siégé au Parlement français. Il a été... pourquoi je l'ai appelé « J'étais nu pour le premier baiser de ma mère » parce que lorsque son père l'a fait, il l'a fait avec une petite paysanne qui était dans sa propriété en Afrique, au Congo, et il a tout de suite recueilli l'enfant, il l'a donné à sa femme. Et l'enfant, en fin de compte, a toujours cherché le poète et l'écrivain, parce que le prochain volume, c'est la trilogie romanesque, hein, a toujours cherché le ventre de la femme, le ventre d'où il est né. Et il est mort en faisant l'amour à un jeune ventre qu'il accueillait, quoi. D'accord. Et vous, donc, qui dirigez cette collection, est-ce qu'il y a une caractéristique ou bien des caractéristiques de tous les livres que vous publiez, hein? Écoutez, moi j'espère qu'il y a une caractéristique et la principale, c'est la qualité littéraire. La qualité du texte. La qualité du texte, la qualité littéraire, la qualité de la construction romanesque pour les romans, de l'intelligence pour les essais et de l'émotion pour la poésie. Je veux dire, est-ce qu'il y a une sensibilité différente? Est-ce qu'il y a des regards sur le monde? Écoutez, qui il y a peuvent être une sensibilité différents? littéraire différente, c'est-à-dire que tous mes écrivains ont le dos au mur et ils ne s'amusent pas à faire de la mini-littérature, et la littérature ne les amuse pas. Ils doivent raconter pour pas crever. Voilà la différence. Ils doivent raconter toujours des histoires qui se tiennent? Ah oui, absolument. Mais si l'histoire ne se tient pas, on ne peut pas la lire. Il faut vraiment des histoires construites. Et la construction, bon, s'il y a un mur dans la construction qui est un peu branlant, je le signale à l'auteur, je suis là comme directeur littéraire, donc je le dis. Mais 9 fois sur 10,
le roman qui m'est envoyé tient debout, il y a des petites choses comme ça, et surtout l'histoire, et surtout la force aussi linguistique. Et vous savez, c'est le métissage qui compte dans l'existence. Tout ce qui est métissé est bon, tout ce qui n'est pas métissé est mauvais. Le métissage culturel est fondamental. Est-ce que l'avenir du monde est dans ce métissage? Bien sûr, sans aucun doute. Un monde non métissé est un monde qui meurt. Le métissage est essentiel, le métissage culturel, le métissage des chairs, le métissage, tous les métissages que vous voulez, ne peut donner que construction. Le reste, les mains propres, les mains blanches, ne peuvent donner que destruction. Et sur certaines couvertures, hein, esthétiquement, vous mettez des bouts de terre. Oui, c'est de la latérite. Alors vous savez, dans les Pourquoi villages, ce choix alors? dans les villages africains, quand un jeune s'en va du village pour chercher fortune ailleurs, l'ancien du village, très souvent, prend la terre, donc la latérite, la fait couler dans la main du jeune et lui dit « N'oublie pas d'où tu viens ». Eh bien, la latérite, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est pour ne pas oublier les origines. Pour ne pas oublier les origines et la force de ces écritures qui couvrent le monde entier, puisque c'est l'Afrique et la diaspora. Hein, vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est très très loin. Hein. Donc la diaspora, on a cette force vient des origines aussi. Il ne faut pas oublier la sève qui monte en soi et en même temps toutes ces sèves métissées. Si vous prenez la Nouvelle-Calédonie, c'est un métissage énorme. Vous prenez l'île Maurice, c'est un métissage énorme. Vous prenez toutes les zones du monde maintenant. La Nouvelle-Calédonie, c'est une terre où beaucoup de gens ont été déportés aussi. Voilà, exactement. Et c'est une histoire très compliquée. C'est une histoire qu'on ne connaît pas, c'est quasiment un continent. L'auteur Frédéric Hollen, qui a écrit ce magnifique quintet, ce roman, il me dit... c'est une image d'écrivain. Il me dit, si on étendait la Nouvelle-Calédonie, elle serait immense. C'est bien vu. Oui. Et vous, monsieur Jean-Noël Schifano, vous êtes aussi traducteur. Oui, j'ai beaucoup traduit. Qu'est-ce que vous avez traduit dernièrement? Vous savez, je peux dire, j'ai traduit dernièrement un des romans d'Umberto Eco. Le dernier, c'est Le cimetière de Prague. C'est beaucoup de travail, là. Lui, il ne publie que des pavés, là. J'ai traduit tous ces romans. C'est un excellent exercice. Vous savez, il n'y a pas d'écrivain qui ne soit traducteur. La traduction est au cœur de tout. Vous me regardez, je vous regarde, vous me traduisez, je vous traduis. Il y a des traductions directes et on écrit directement. Il y a des traductions indirectes et on traduit d'une langue étrangère, d'une langue qui n'est pas lue par tout le monde dans son propre pays. Donc la traduction fait partie intégrante de la création. Qu'on soit écrivain, qu'on soit peintre, qu'on soit sculpteur, qu'on soit architecte, même qu'on soit homme de religion, on traduit toujours les autres. Donc la traduction est fondamentale. Et moi, je suis heureux d'avoir commencé par la traduction et de m'être mis à écrire après, et surtout en même temps de faire écrire les autres. Et quand vous traduisez, vous êtes en train de créer quelque part, oui. N'est-ce pas? On crée toujours. On crée toujours. Je veux dire, il n'y a pas de... Les meilleures traductions sont faites par des écrivains eux-mêmes, par des créateurs. Il faut vous dire que quand vous traduisez, moi quand je traduis Le nom de la rose, par exemple, d'Umberto Eco, je dis, voilà, s'il avait été français, s'il l'avait écrit en français, il l'aurait écrit comme ça et pas autrement. Voilà. C'est magnifique. Et malheureusement, on arrive au bout de notre voyage. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Monsieur Jean-Noël Schifano. Il y a un dernier mot, comme on dit traditionnellement. Moi, je dirais la Sicile, le lien entre la Sicile et la civilisation musulmane, entre le monde arabe et la Sicile, entre Averroès et la Sicile, entre les constructeurs venus des pays musulmans et la Sicile. Entre la Sicile et les Berbères. La Sicile et les Berbères, bien sûr. Qui sont venus en Sicile sont majoritairement kabyles. Regardez les noms même. Marsala. Oui. Marsala. C'est-à-dire, c'est le port d'Allah. Tout à fait. Etc. Donc, dans les noms même, Leonardo Sciascia, le plus grand écrivain après Pirandello en Sicile, c'est Xaxa. C'est-à-dire, c'est le voile sur le visage. Xaxa. Il est né où? À Rahalmuto. Oui. Il y avait eu une épidémie de peste.
quand les Berbères sont arrivés, ils ont vu les gens qui mouraient et ils l'ont appelé Raalmuto, le village mort, etc. La langue même, les mots même, vous prenez le gâteau, hein, je vous ai dit tout à l'heure son nom, qui m'échappe, pas la pastière, c'est napolitain, la cassata. La cassata, le fameux gâteau superposé sicilien, vient de cassate, qui est le fromage en arabe. C'est vrai, et je vous remercie alors, et je vous dis bonne Merci à vous. continuation dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.